Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le placard de la chambre. Peut-être parce que c'était le plus facile. Les vêtements de Thomas sentaient encore son parfum, ce mélange de bois, de colle à reliure et de savon bon marché qu'il utilisait depuis toujours. J'ai sorti les chemises une par une, les ai pliées mécaniquement, comme si cette routine pouvait combler le silence insupportable qui régnait maintenant dans notre appartement. 3 jours s'étaient écoulés depuis les funérailles. 3 jours pendant lesquels je n'avais fait que regarder les murs, incapable de bouger, incapable de pleurer davantage. Mais ce matin, quelque chose en moi s'était réveillé. Un besoin urgent de mettre de l'ordre, de trier, de comprendre peut-être. 15 ans de mariage, et pourtant j'avais l'impression étrange de ne pas tout connaître de mon mari. Le tiroir de la commode révélait peu de choses. Des chaussettes usées, des mouchoirs, une montre cassée qu'il n'avait jamais fait réparer. J'ai ouvert le second tiroir, celui qu'il réservait aux papiers importants. Passeport, acte de naissance des enfants, notre certificat de mariage, quelques factures. Rien d'extraordinaire, rien de personnel. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de troublant. Il n'y avait aucune photographie de son enfance, aucune lettre d'un ami d'école, aucun bulletin scolaire, aucun carnet d'adresses datant d'avant notre rencontre. Comme si la vie de Thomas avait commencé à 25 ans, le jour où nos regards s'étaient croisés dans cette petite bibliothèque d'Orléans. J'ai fouillé plus profondément, retirant les tiroirs, vérifiant sous le lit, explorant les cartons au fond du débarras. Rien, absolument rien qui prouvait qu'il avait existé avant moi. Je me suis assise sur le lit, le passeport de Thomas entre les mains. Date de naissance, 15 mars 1960. Lieu de naissance, Lyon. Profession, relieur-restaurateur. Les pages étaient presque vierges. Quelques tampons pour nos rares voyages en Italie et en Espagne. Un homme de 64 ans aurait dû avoir plus de traces, plus de preuves d'une vie vécue. Mon esprit est retourné 15 ans en arrière, à cette journée d'automne où tout avait commencé. J'enseignais le piano aux enfants d'Orléans, et la bibliothèque municipale était devenue mon refuge durant les pauses. Thomas y travaillait, restaurait les vieux manuscrits, dans un atelier au sous-sol. Je l'avais remarqué parce qu'il était toujours seul, concentré, ses mains habiles manipulant le papier ancien, avec une délicatesse que je n'avais jamais vue chez personne. Il m'avait parlé en premier, timidement, pour me recommander un livre, puis un café, puis des promenades le long de la Loire. Il était doux, attentionné, mais étrangement silencieux sur son passé. Quand je lui posais des questions sur sa famille, il répondait toujours la même chose. Il avait grandi dans un orphelinat en Bretagne, sans jamais connaître ses parents. Pas de frères, pas de sœurs, pas de racines. J'avais accepté cette histoire sans vraiment la questionner. Peut-être parce que je l'aimais, peut-être parce que son présent me suffisait. Mais maintenant, dans ce silence de veuve, les questions affluaient comme une marée montante. Pourquoi n'y avait-il aucun document de cet orphelinat? Aucun certificat de prise en charge? Aucune adresse d'un éducateur qui aurait pu assister aux funérailles? Je me suis levée et j'ai marché vers son atelier de fortune dans le coin du salon. Des outils de reliure, des pots de colle, des fils de lin. Sur l'étagère, quelques livres anciens qu'il réparait pour des clients. Et puis, tout au fond, coincé derrière un dictionnaire, un petit médaillon en argent que je n'avais jamais vu. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une photographie minuscule, tellement vieille que les couleurs avaient été virées au sépia. Un grand manoir, des vignobles à perte de vue. Au dos, une inscription à moitié effacée. Château Monf, 1994. Mon cœur s'est accéléré.
Thomas avait-il menti? Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais découvert le médaillon. 7 jours pendant lesquels je n'avais cessé de retourner cette minuscule photographie dans mes mains, essayant de déchiffrer l'inscription effacée. Château Monf quelque chose, 1994. L'année où Thomas aurait eu 34 ans, 10 ans avant notre rencontre. Je n'avais parlé de cette découverte à personne, ni à Margot, ni à Lucas. Mes enfants avaient assez de chagrin sans que je vienne y ajouter le doute et la confusion. Ils pleuraient leur père, cet homme doux et patient, qui leur avait appris à travailler le bois, qui les avait élevés avec une tendresse infinie. Pourquoi empoisonner ces souvenirs avec des questions sans réponse? Ce mardi matin, j'étais dans la cuisine, préparant machinalement un café que je ne boirais probablement pas. La sonnerie du téléphone m'a fait sursauter. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Parisien selon l'indicatif. J'ai hésité avant de décrocher, fatiguée des condoléances répétitives, des phrases creuses qui ne consolaient rien. La voix qui a résonné dans le combiné était féminine, âgée, avec cet accent parisien distingué, que l'on n'entend que dans certains quartiers de la capitale. Une voix mesurée, presque froide, mais qui tremblait légèrement, comme si son propriétaire faisait un effort considérable pour garder son calme. Elle m'a demandé si j'étais bien Claire Delmonne, épouse de Thomas Delmonne, le nom complet de mon mari, prononcé avec une précision troublante. Puis, elle a ajouté quelque chose qui a fait basculer mon monde. Elle se présentait comme faisant partie de la famille de Thomas. Sa famille. Le mot résonnait dans ma tête comme une impossibilité absolue. Thomas n'avait pas de famille. Il me l'avait répété 100 fois durant nos 15 années de mariage. Orphelin, élevé dans un foyer pour enfants en Bretagne, sans passé, sans racines, sans personne. Mon cœur battait si fort que j'ai dû m'asseoir. Cette femme continuait à parler, expliquait qu'ils avaient appris le décès par hasard, qu'ils devaient me rencontrer, que c'était important, urgent même. Elle mentionnait un nom que je n'avais jamais entendu auparavant dans la bouche de Thomas. Un nom qui sonnait ancien, aristocratique. J'ai voulu protester, lui dire qu'elle faisait erreur, que mon mari n'avait jamais eu de famille. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge, parce que je pensais au médaillon, au château sur la photographie, à cette absence totale de traces dans la vie de Thomas avant nos 25 ans. La femme a donné une adresse dans le 16e arrondissement de Paris. Elle a demandé si je pouvais venir le lendemain. Pas une supplication, plutôt une attente, comme si ma présence était une évidence, comme si j'allais forcément accepter. J'ai raccroché sans avoir vraiment répondu, le téléphone glissant de mes mains tremblantes. Le silence de l'appartement est revenu, plus oppressant que jamais. Mon regard s'est posé sur la photo encadrée de Thomas et moi, le jour de notre mariage. Son sourire paisible, ses yeux doux, cet homme que j'avais cru connaître par cœur. Qui étais-tu vraiment, Thomas? Et qu'est-ce que tu m'as caché pendant toutes ces années? Le train pour Paris m'avait semblé interminable. 2 heures pendant lesquelles j'avais oscillé entre la curiosité dévorante et la colère sourde. Comment Thomas avait-il pu me mentir pendant 15 ans? Comment avait-il pu inventer cette histoire d'orphelinat, regarder nos enfants grandir sans jamais mentionner l'existence d'une famille quelque part? L'adresse que la femme m'avait donnée se trouvait rue de la Faisanderie, dans l'un des quartiers les plus élégants de la capitale. En descendant du taxi, j'ai levé les yeux vers l'imposant hôtel particulier qui se dressait devant moi. Une façade haussmannienne impeccable, des balcons en fer forgé, des fenêtres hautes aux rideaux de soie. Le genre d'endroit où je n'aurais jamais imaginé mettre les pieds. Mon cœur battait si fort que j'ai dû prendre plusieurs respirations avant d'appuyer sur l'interphone.
Le portail s'est ouvert presque immédiatement, comme si quelqu'un m'attendait derrière. Une allée pavée menait à une porte massive en chêne sculpté. Avant même que je ne l'atteigne, elle s'est ouverte. La femme qui m'a accueillie devait avoir près de 80 ans. Grande, le dos droit malgré l'âge, vêtue d'un tailleur gris perle, qui respirait la richesse discrète. Ses cheveux blancs étaient tirés en chignon. Son visage ridé mais élégant portait une expression difficile à déchiffrer. Un mélange de soulagement, d'appréhension et quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Quand nos regards se sont croisés, j'ai eu un choc. Ces yeux gris-vert que je connaissais si bien, les yeux de Thomas, les yeux de mon fils Lucas. Elle m'a fait entrer sans un mot, me guidant à travers un hall somptueux décoré de tableaux anciens et de meubles d'époque. Mes chaussures modestes résonnèrent sur le parquet ciré. Je me sentais comme une intruse dans un monde qui n'était pas le mien, exactement comme je m'étais sentie lors de ce fameux dîner, il y a 30 ans, même si je ne le savais pas encore. Le salon où elle m'a conduite était une pièce immense aux murs tapissés de rouge bordeaux. Des fauteuils Louis XVI, un piano à queue dans un coin, et surtout, une galerie de portraits qui couvrait tout un mur. Mon regard a été immédiatement attiré par l'un d'eux. Un jeune homme d'environ 25 ans, en costume 3 pièces, debout devant des vignobles. Thomas. Un Thomas que je n'avais jamais connu. Jeune, élégant, le regard déjà grave. Un homme d'une 50aine d'années se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Grand, les cheveux grisonnants, le visage dur. Il portait un costume sur mesure et me regardait avec une hostilité à peine dissimulée. La femme l'a présenté comme Philippe, sans préciser davantage. Elle s'est finalement assise, m'invitant d'un geste à faire de même. Puis, elle a commencé à parler, et chaque mot effritait un peu plus la réalité que j'avais cru connaître. Thomas n'était pas orphelin. Thomas était né Thomas Delmonne, fils aîné d'une famille qui possédait depuis 3 siècles l'un des plus prestigieux domaines viticoles de Bordeaux. Le château Delmonne, dont les vins figuraient sur les tables des grands restaurants du monde entier. Une famille de notables, respectée, influente. L'homme près de la cheminée était son frère cadet, Philippe Delmonne, avocat d'affaires, qui avait dû reprendre les rênes de l'entreprise familiale à la place de l'héritier légitime, à la place de Thomas. Ma tête tournait. Je regardais alternativement le portrait de mon mari jeune et cette femme qui prétendait être sa mère. Comment était-ce possible? Pourquoi Thomas avait-il renoncé à tout cela? Et surtout, pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? La vieille dame a alors prononcé les mots qui allaient tout expliquer. Thomas avait été exclu de la famille 30 ans auparavant. Rayé des registres, déshérité, effacé. La raison? Il était tombé amoureux d'une femme que sa famille jugeait indigne de leur nom. Une femme simple, sans fortune, sans pedigree. Une femme qu'il avait choisi d'épouser malgré leur opposition absolue. Et cette femme, c'était moi. Je n'arrivais pas à respirer. Les mots de cette femme résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Moi. C'était à cause de moi que Thomas avait tout perdu. À cause de moi qu'il avait été chassé de cette famille, de ce monde de luxe et de privilèges. Elle a continué son récit d'une voix mesurée, presque mécanique, comme si elle récitait une histoire apprise par cœur après l'avoir ressassée pendant des décennies. 30 ans auparavant, Thomas avait 28 ans. Brillant, prometteur, adoré par son père, qui le préparait à reprendre le domaine familial. Il venait de terminer ses études d'œnologie à Bordeaux et commençait à voyager pour représenter la maison Delmonne auprès des grands distributeurs. C'est lors d'un de ses voyages à Paris qu'il m'avait rencontré. J'avais 19 ans.
Je venais d'arriver de mon village de Normandie, rêvant de devenir professeur de piano. Mais les rêves ne payaient pas le loyer. Alors je travaillais comme serveuse dans un café du Marais pour financer mes cours au conservatoire. Un café ordinaire, fréquenté par des étudiants et des artistes fauchés. Pas le genre d'endroit où un héritier d'Elmon aurait dû mettre les pieds. Mais Thomas y était entré un soir de pluie, et nos vies avaient basculé. La vieille dame décrivait notre histoire comme si elle l'avait observée de loin, et je comprenais maintenant qu'elle l'avait probablement fait. Thomas était revenu à Paris, week-end après week-end, négligeant ses obligations familiales. Il m'emmenait dans des endroits simples, des bistrots de quartier, des concerts de rue. Jamais dans les restaurants étoilés où sa famille avait ses habitudes. Comme s'il voulait protéger notre bulle de son autre existence. 6 mois plus tard, il leur avait annoncé qu'il voulait m'épouser. Je voyais la scène se dérouler devant mes yeux, à travers ces mots. Le père, un homme austère et inflexible pour qui le nom d'Elmoney était sacré, avait immédiatement refusé. Pas de fortune, pas de relation, pas d'éducation prestigieuse. Une serveuse, une fille de personne. Ce n'était pas une question de sentiment, c'était une question de lignée, de réputation, de stratégie familiale. Thomas avait insisté. Il m'aimait. Il voulait construire sa vie avec moi. Le reste n'avait aucune importance. Son père avait alors proposé un compromis que la mère prononçait encore avec un dégoût évident dans la voix. Une somme d'argent considérable en échange de ma disparition. Si je refusais de partir, Thomas serait déshérité. Plus d'argent, plus de nom, plus de famille. Le choix m'appartenait, avait dit le père, sachant parfaitement que la culpabilité me forcerait à m'éloigner. Mais il m'avait sous-estimé. Ou peut-être avait-il sous-estimé l'amour que nous partagions. J'avais refusé l'argent, et Thomas avait choisi. La femme s'est tue un instant, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Elle a levé les yeux vers le portrait de son fils, et j'ai vu une douleur immense traverser son regard. Il était parti un matin de janvier 1994, emportant seulement un sac de voyage et quelques livres. Il avait laissé une lettre sur la table du petit déjeuner. 3 lignes. Il renonçait à tout. Il choisirait toujours l'amour, plutôt que leur monde étriqué. Il ne reviendrait jamais. Le père avait immédiatement fait le nécessaire. Déshérité légalement. Nom retiré des documents officiels de l'entreprise. Portrait décroché du mur. Chambre vidée, affaires données. Et l'interdiction absolue de prononcer son prénom dans cette maison. Thomas d'Elmon était mort pour eux. Philippe, près de la cheminée, a alors pris la parole pour la première fois. Sa voix dure et accusatrice. Il décrivait les années qui avaient suivi. Lui, le fils cadet qui n'avait jamais voulu de cette responsabilité, forcé de reprendre le flambeau. Le père devenant amer, obsédé par la trahison de son héritier. La mère s'enfonçant dans le silence et la tristesse. Et moi, assise dans ce salon luxueux, je réalisais l'ampleur du sacrifice que Thomas avait fait. Pour moi, pour nous. Il avait renoncé à un empire, à un nom vieux de 3 siècles, à une vie de confort et de pouvoir. Et pendant 15 ans, il ne m'en avait jamais parlé. Pas une fois, pas une allusion. Il avait porté ce poids seul, me protégeant de la culpabilité qui m'écrasait maintenant, comme une chape de plomb. Philippe s'est dirigé vers un secrétaire ancien, dans un coin du salon, en a sorti un dossier épais qu'il a posé brutalement sur la table basse devant moi. Des documents juridiques, jaunis par le temps, certains portant des cachets officiels impressionnants. Il a ouvert le dossier avec des gestes secs, presque violents, comme si manipuler ces papiers ravivait une vieille colère. Le premier document était un acte de déshéritement,
daté du 28 janvier 1994. Signature du père, contre-signature du notaire de famille. Thomas Delmon était officiellement retiré de toute succession, de tout héritage, de toute part dans l'entreprise familiale. Les termes juridiques étaient au froid, impersonnels, mais leur signification était brutale. Mon mari avait été effacé d'un trait de plume. Le document suivant était encore plus troublant. Une modification des statuts de la société Delmon et Fils, transformée en Delmon Frères. Le nom de Thomas retiré, remplacé par celui de Philippe. Comme si l'aîné n'avait jamais existé. Comme si 34 années de vie, d'éducation, de préparation à reprendre le domaine familial pouvaient être annulées par une simple décision administrative. Philippe tournait les pages avec une satisfaction amère, me montrant facture après facture, document après document. La carte bancaire de Thomas, annulée. Son appartement parisien, propriété familiale, revendu. Ses actions dans diverses sociétés, redistribuées. Même son nom avait été retiré du caveau familial au cimetière de Passy. Il n'aurait pas eu de place parmi les Delmon, même dans la mort. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était une note manuscrite, de l'écriture ferme et autoritaire que je supposais être celle du père. Une instruction claire, datée du jour du départ de Thomas, adressée à tout le personnel de la maison, aux employés du domaine, aux partenaires commerciaux. Le nom de Thomas Delmon ne devait plus jamais être prononcé. Toute mention de lui serait considérée comme une trahison envers la famille. Les contrevenants seraient immédiatement licenciés. Je regardais cette note, incrédule. Quelle sorte d'homme pouvait effacer son propre fils avec une telle froideur systématique? Quel orgueil démesuré justifiait une telle cruauté? La mère avait les yeux fermés, comme si revoir ces documents lui causait une souffrance physique. Philippe a refermé le dossier d'un coup sec et a lâché l'information suivante, avec une dureté calculée. Le père était mort il y a 10 ans, emporté par un cancer du foie. Jusqu'à son dernier souffle, il avait refusé de pardonner. Même sur son lit de mort, quand la mère avait osé mentionner le prénom de Thomas, il avait détourné la tête. Son fils aîné était mort pour lui en 1994, et rien ne pourrait changer cela. 10 ans. Thomas était resté à quelques heures de train seulement, vivant sa vie modeste d'artisan relieur. Et son père était mort sans jamais chercher à le revoir, sans jamais connaître ses petits-enfants, sans jamais savoir si son fils était heureux, en bonne santé, vivant ou mourant. Puis la mère a ouvert les yeux et a parlé d'une voix à peine audible. Ce qu'elle allait me révéler changeait tout. Elle avait désobéi à son mari. Pas ouvertement, pas de manière à le défier directement. Mais 2 ans après le départ de Thomas, incapable de supporter l'ignorance totale, elle avait engagé un détective privé, en secret, avec son propre argent, celui de son héritage personnel que son mari ne contrôlait pas. Pendant 28 ans, elle avait su. Elle savait où vivait Thomas, comment il gagnait sa vie, qu'il s'était remarié. Elle savait pour moi, pour nos enfants Margot et Lucas. Le détective lui envoyait des rapports trimestriels, des photographies prises de loin. Notre mariage à la mairie d'Orléans, la naissance de Margot, le premier jour d'école de Lucas, des moments volés, observés à distance, comme une spectatrice fantôme de la vie de son propre fils. Elle ouvrait un tiroir et en sortait une enveloppe. À l'intérieur, des dizaines de photographies. Thomas et moi le jour de notre mariage, souriant devant la mairie, Thomas tenant Margot nouveau-née dans ses bras. Notre petite famille, pique-niquant au bord de la Loire. Des images de bonheur simple, capturées par un objectif anonyme. Je fixais ces photos, bouleversée. Pendant 15 ans, quelqu'un nous avait observés.
Pendant 15 ans, cette femme avait connu l'existence de ses petits-enfants, sans jamais chercher à les rencontrer. Et Thomas n'avait jamais su. Il était mort, en croyant que sa famille l'avait totalement oublié, alors que sa mère collectionnait secrètement les preuves de sa vie, comme des reliques d'un saint disparu. La mère s'est levée lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Elle m'a fait signe de la suivre hors du salon, traversant le couloir jusqu'à un escalier de service qui menait au 2e étage. Philippe n'a pas bougé, restant près de la cheminée, avec son expression de désapprobation permanente. Nous avons gravi les marches en silence, nos pas étouffés par l'épaisse moquette bordeaux. À l'étage, elle s'est arrêtée devant une porte au fond du couloir. Une porte fermée à clé, différente des autres. Ses mains tremblèrent en sortant un trousseau de sa poche, cherchant la bonne clé. Quand elle l'a enfin introduite dans la serrure, j'ai entendu le déclic métallique résonner comme un coup de feu dans le silence. La porte s'est ouverte, sur une pièce plongée dans la pénombre. Elle a actionné l'interrupteur, et la lumière a révélé ce qui ressemblait à un sanctuaire figé dans le temps. C'était l'ancienne chambre de Thomas, ou plutôt c'était devenu un musée dédié à sa mémoire. Le lit d'enfant était toujours là, recouvert d'un édredon bleu marine impeccablement lisse. Une bibliothèque remplie de livres d'école, de manuels d'œnologie, de romans classiques soigneusement rangés. Sur le bureau, des stylos dans un pot, un buvard, comme si leur propriétaire venait de sortir pour quelques minutes. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'étaient les murs. Chaque centimètre carré était recouvert de photographies. Des centaines, peut-être des milliers. Organisées chronologiquement, méticuleusement datées au dos selon les étiquettes que je pouvais apercevoir. Le mur de gauche montrait l'enfance et l'adolescence de Thomas. Un petit garçon blond aux yeux graves, déguisé pour le carnaval. Un adolescent maladroit recevant un prix d'excellence au lycée. Un jeune homme élégant le jour de sa remise de diplôme à l'université. Mais les 3 autres murs racontaient une histoire différente. Notre histoire. Le mur du fond était entièrement consacré à notre période de rencontre et de mariage. Des photos prises de loin, souvent floues, mais indéniablement nous. Thomas et moi marchant main dans la main le long des quais de Seine. Notre mariage devant la mairie d'Orléans. Moi dans ma robe simple achetée aux Galeries Lafayette. Lui dans son costume gris qu'il avait gardé pendant des années. Le détective avait dû se cacher parmi les rares invités, capturant ces moments que je croyais intimes. Le mur de droite documentait la naissance et la croissance de nos enfants. Moi enceinte de Margot, sortant de la boulangerie. Thomas poussant un landau dans le parc. Le premier anniversaire de Lucas. La petite fête que nous avions organisée dans notre appartement modeste. Des clichés volés de moments ordinaires qui, accrochés ici dans cette pièce somptueuse, prenaient une dimension tragique. Le dernier mur montrait notre vie quotidienne des dernières années. Thomas dans son atelier de reliure, concentré sur un manuscrit ancien. Margot et Lucas adolescents, sortant du lycée. Moi donnant mes cours de piano. Notre vie simple, photographiée, archivée, observée. Je me suis approchée, les jambes tremblantes. Chaque photo portait une date écrite à l'encre fine. Certaines avaient des annotations au dos que la mère avait dû ajouter. Thomas semble heureux. Les enfants ont grandi. Il a l'air en bonne santé. La mère se tenait près de la porte, les yeux rivés sur ses murs. Sa voix était à peine un murmure quand elle a commencé à parler. Après la mort de son mari il y a 10 ans, elle avait transformé cette chambre en ce sanctuaire. Les rapports du détective, qu'elle cachait auparavant dans un coffre-fort personnel, elle les avait fait encadrer
affichée. Elle passait des heures ici, chaque jour, observant la vie de son fils se dérouler en images fixes. Elle connaissait les prénoms de mes enfants, avant même qu'ils ne soient inscrits à l'état civil. Elle savait que Margot voulait devenir architecte, que Lucas adorait le football. Elle avait vu Thomas vieillir photo après photo, ses cheveux grisonnés, son visage se creuser légèrement. Elle avait été témoin de notre bonheur à distance, comme une voyeuse condamnée à observer sans jamais pouvoir toucher. Mais elle n'avait jamais osé franchir le pas, jamais osé se présenter à notre porte. D'abord par respect pour la volonté de son mari, puis, après sa mort, par peur. Peur d'être rejetée, peur que Thomas refuse de la voir, peur de détruire l'équilibre fragile de notre vie en y injectant le poison du passé. Alors elle avait continué à collectionner ces instants volés, construisant une relation fantôme avec un fils qu'elle ne reverrait jamais et des petits-enfants qu'elle ne connaîtrait pas. Je regardais ces photos et je ressentais un mélange de compassion et de colère. Compassion pour cette femme qui avait vécu 30 ans dans le regret et la culpabilité. Colère parce qu'elle aurait pu choisir différemment. Thomas était mort sans savoir que sa mère pensait à lui, chaque jour. Mes enfants avaient grandi sans grands-parents, alors qu'une femme, quelque part, collectionnait leurs sourires sur papier glacé. La mère s'est dirigée vers l'armoire ancienne, qui occupait tout un pan de mur. Ses doigts ont effleuré les poignées de cuivre avant de l'ouvrir avec une lenteur presque cérémonielle. À l'intérieur, soigneusement empilées sur une étagère, se trouvaient des dizaines d'enveloppes, toutes de la même taille, toutes portant la même écriture que je connaissais si bien. L'écriture de Thomas. Elle a pris la pile avec précaution, comme on manipule une relique sacrée, et l'a déposée sur le bureau. Les enveloppes étaient classées par ordre chronologique, attachées par année avec de fines ficelles rouges. La première datait de Noël 1994, quelques mois seulement après le départ de Thomas. La dernière portait le cachet de décembre 2023, un an avant sa mort. 30 enveloppes, une par an. 30 Noëls pendant lesquels mon mari avait pris le temps d'écrire à ses parents, malgré le silence, malgré le rejet, malgré l'absence totale de réponse. La mère a pris la première enveloppe et me l'a tendue. Mes mains tremblaient en la saisissant. L'enveloppe était encore scellée, le rabat intact. Je l'ai regardée sans comprendre. Puis j'ai observé les suivantes. Toutes fermées. Aucune n'avait été ouverte. Elle a expliqué d'une voix brisée. Quand la première lettre était arrivée, son mari avait ordonné qu'on la brûle sans la lire. Les années suivantes, les lettres continuaient d'arriver, toujours à la même période, et le père les jetait directement à la poubelle. Mais un domestique loyal, qui avait connu Thomas enfant, les récupérait en secret et les remettait à la mère. Elle les cachait, mais n'osait pas les ouvrir tant que son mari vivait. Ce n'était qu'après sa mort, 10 ans auparavant, qu'elle avait enfin découvert ce que son fils avait essayé de leur dire pendant toutes ces années. J'ai ouvert la première enveloppe, mes doigts déchirant maladroitement le papier jauni par le temps. 2 pages couvertes de l'écriture régulière de Thomas. Il racontait notre nouvelle vie à Orléans, son travail de restaurateur de livres anciens qu'il venait de commencer, notre petit appartement, notre bonheur simple. Il demandait des nouvelles du domaine, des vignes, de la vendange. Il terminait en exprimant l'espoir qu'un jour, ils pourraient se revoir. Pas de rancœur, pas de colère, juste une tristesse contenue et un amour filial qui refusait de mourir. J'ai pris une autre lettre au hasard, celle de 1998. Thomas y annonçait la naissance de Margot. Il décrivait notre fille qu'avec une tendresse qui me serrait le cœur.
Ses petits poings, ses yeux qui ressemblaient à ceux de sa grand-mère qu'elle ne connaîtrait jamais. Il joignait une photo que j'ai retrouvée glissée dans l'enveloppe. Margot à 3 jours, endormie dans mes bras à la maternité. Une autre lettre, 2006. Thomas parlait du premier jour d'école de Lucas, de sa fierté de père, de son travail d'artisan qui ne le rendait pas riche mais le comblait. Il mentionnait qu'il avait restauré un manuscrit du XVIIe siècle et que cela lui rappelait les leçons d'histoire que son propre père lui donnait dans le bureau du château. Il terminait en disant qu'il n'était pas en colère, qu'il comprenait, qu'il avait fait son choix et ne le regrettait pas, mais qu'il pensait à eux chaque jour. J'ai parcouru lettre après lettre, et chacune était un coup de poignard. Thomas avait continué à écrire pendant 30 ans, sachant probablement que ces mots ne seraient jamais lus. Il avait persisté à tendre la main vers un père inflexible et une mère prisonnière de sa loyauté conjugale. Il avait partagé nos joies, nos épreuves, la croissance de nos enfants, avec des fantômes qui refusaient de répondre. La dernière lettre, celle de 2023, était plus courte. Thomas y mentionnait sa santé déclinante, sans dramatiser. Il parlait de Margot qui venait de finir ses études d'architecture, de Lucas qui hésitait entre plusieurs voies. Il disait que sa vie avait été belle, remplie d'amour, et qu'il ne changerait rien même s'il le pouvait. Les dernières lignes disaient simplement qu'il espérait qu'ils allaient à bien et qu'il leur souhaitait un joyeux Noël. La mère pleurait maintenant sans retenue. Ses épaules secouaient de sanglots silencieux. Elle répétait qu'elle aurait dû être plus courageuse, qu'elle aurait dû défier son mari, qu'elle aurait dû répondre. Mais la peur et la culpabilité l'avaient paralysée. Et maintenant, il était trop tard. Je tenais ces lettres contre ma poitrine, réalisant que Thomas avait porté ce fardeau seul. Il n'avait jamais mentionné ces lettres de Noël, qu'il écrivait religieusement chaque année. Il m'avait protégée de sa douleur, de son espoir têtu, de son besoin désespéré de maintenir un lien, même à sens unique, avec la famille qu'il avait reniée. Nous sommes redescendus au salon, où Philippe nous attendait, toujours debout près de la cheminée, son regard fixé sur les braises qui achevèrent de se consumer. La mère a repris sa place dans le fauteuil Louis XVI, et j'ai remarqué combien elle semblait soudainement plus vieille, plus fragile, comme si le poids de ses révélations l'avait vidée de ses dernières forces. J'étais encore sous le choc des lettres, de ces 30 années de mots jetés dans le vide. Mais quelque chose dans l'atmosphère de la pièce me troublait, une tension que je n'arrivais pas à identifier. Philippe consultait sa montre avec impatience, et sa mère évitait mon regard. Il y avait autre chose, une raison pour laquelle il m'avait fait venir ici aujourd'hui, au-delà du simple besoin de me rencontrer. La vérité est tombée comme une sentence. La mère a commencé à parler du domaine d'Elmone, de ses 3 siècles d'histoire, de sa réputation internationale. Puis son ton a changé, devenant plus hésitant. Les dernières années avaient été difficiles. Les nouveaux concurrents, les changements climatiques affectant les vignes, les modes de consommation qui évoluaient, mais surtout, l'absence de vision à long terme. Philippe était un excellent avocat d'affaires. Elle le reconnaissait. Il gérait les aspects juridiques et financiers avec compétence. Mais il n'était pas viticulteur. Il n'avait jamais voulu l'être. Philippe a pris le relais, son ton professionnel masquant mal une frustration profonde. Il expliquait les chiffres, avec la précision d'un homme habitué aux salles de conseil d'administration. Le domaine perdait de l'argent depuis 5 ans. Les banques devenaient nerveuses, les créanciers pressants, sans injection massive de capitaux ou sans un changement radical de direction. Le château d'Elmone serait en liquidation judiciaire,
dans moins de 2 ans. 3 siècles d'histoire familiale, effacés par des bilans déficitaires et des parts de marché perdues. J'écoutais, ne comprenant pas encore où il voulait en venir. Puis la mère a prononcé les mots qui ont tout éclairé d'une lumière crue et dérangeante. Elle voulait rencontrer mes enfants, Margot et Lucas, les petits-enfants qu'elle n'avait jamais connus, parce qu'ils étaient les descendants directs de Thomas, l'héritier légitime. Parce que juridiquement, malgré le déshéritement, malgré les 30 ans de séparation, ils avaient eu des droits sur le patrimoine familial. Et surtout, parce que le testament du père, celui qui avait banni Thomas, contenait une clause que personne n'avait anticipée. Philippe a sorti un autre document, celui-là plus récent, annoté par plusieurs avocats. Si la lignée directe reprenait le contrôle du domaine, si un descendant de l'aîné manifestait sa volonté de s'impliquer dans l'entreprise familiale, alors certaines protections juridiques et fiscales, établies des décennies auparavant, pourraient être réactivées. Des avantages considérables qui permettraient de restructurer les dettes, d'attirer de nouveaux investisseurs, de sauver ce qui pouvait encore l'être. Je sentais la nausée monter en moi. Toute cette mise en scène, les photos, les lettres, les larmes, était-ce sincère? Ou simplement un moyen de m'amadouer? Voulait-il vraiment réparer les erreurs du passé? Ou cherchait-il simplement à utiliser mes enfants comme des outils de sauvetage financier? La mère a dû lire l'incrédulité et la colère sur mon visage. Elle s'est empressée d'ajouter que ce n'était pas seulement une question d'argent. Elle voulait réellement connaître Margot et Lucas. Elle voulait rattraper le temps perdu. Mais elle ne pouvait pas nier que leur implication pourrait aussi sauver l'héritage de leur père, le domaine que Thomas aurait dû diriger, les vignes qu'il avait aimées enfant, l'histoire familiale dont il faisait partie, qu'il l'ait voulu ou non. Philippe était plus direct, presque brutal dans sa franchise. Il avait sacrifié sa carrière d'avocat pour reprendre une entreprise qu'il n'avait jamais désirée. Par devoir, par obligation, parce que Thomas avait abandonné son poste. Maintenant que le navire coulait, il estimait que les enfants de son frère devaient assumer leur part de responsabilité. Ils portaient le nom, même s'ils l'ignoraient. Ils avaient le sang des Delmon, même s'ils n'avaient jamais mis les pieds dans le domaine. Je les regardais alternativement, cette vieille femme au désespoir peut-être sincère, et cet homme amer qui voyait en mes enfants une bouée de sauvetage. Et je pensais à Thomas, qui avait tout quitté pour me protéger de ce monde, qui avait construit une vie simple et heureuse, loin de ses calculs, de ses obligations, de ce poids écrasant du nom et de l'héritage. Et maintenant, il voulait ramener Margot et Lucas dans ce cercle dont leur père s'était échappé au prix de tout ce qu'ils possédaient. Je suis rentrée à Orléans le soir même, incapable de supporter une minute de plus dans cet hôtel particulier où chaque pierre semblait porter le poids de secrets trop lourds. Durant tout le trajet en train, je fixais le paysage qui défilait sans le voir, l'esprit occupé par une seule question obsédante. Qu'aurais-je dû faire? Les enfants dormaient déjà quand je suis arrivée. Margot avait laissé un mot sur la table de la cuisine, me demandant comment s'était passée ma journée à Paris. Je n'avais pas su quoi leur dire avant de partir, inventant un rendez-vous administratif vague. Comment leur expliquer que leur père, cet homme qu'ils croyaient connaître, avait vécu une vie entière avant nous? Je suis retournée dans notre chambre, celle que je ne pouvais plus appeler « notre », mais seulement « ma » chambre maintenant. Le lit vide me narguait. Je me suis dirigée vers l'atelier de Thomas, cette petite pièce encombrée qu'il appelait son sanctuaire. L'odeur de colle et de vieux papier flottait encore dans l'air.
J'ai commencé à ranger machinalement, cherchant peut-être d'autres secrets, d'autres mensonges, d'autres vérités cachées. Sous une pile de manuscrits en attente de restauration, ma main a heurté quelque chose de dur. Un carnet en cuir brun, usé par le temps, fermé par une lanière de cuir tressé. Mon cœur s'est accéléré quand j'ai reconnu l'écriture sur la première page. Celle de Thomas. Mais ce n'étaient pas les lettres de Noël soigneusement calligraphiées. C'était une écriture plus libre, plus rapide, plus intime. Un journal. J'ai hésité. Avais-je le droit de lire les pensées privées de mon mari? Mais il était mort, et trop de questions restaient sans réponse. J'ai dénoué la lanière et ouvert le carnet à la première page. La date, janvier 1994. Le mois de son départ. Les premières entrées racontaient notre mère histoire d'amour naissante, son combat intérieur entre sa famille et ses sentiments pour moi. Puis venait la scène du dîner humiliant, décrite avec une douleur brute que je ne lui avais jamais vu exprimer. Le chèque posé devant moi, les rires étouffés des invités, mon regard blessé, sa décision instantanée de tout quitter. Mais c'est en avançant dans le journal que j'ai découvert ce qui m'a véritablement bouleversée. Une entrée datée de 1996, 2 ans après notre installation à Orléans. Thomas écrivait qu'il avait remarqué un homme qui nous photographiait dans le parc. Il avait d'abord cru à un hasard, puis l'homme était réapparu plusieurs fois. Thomas avait compris. Sa mère le faisait surveiller, et au lieu d'être en colère, il écrivait qu'il était soulagé. Cela signifiait qu'elle pensait encore à lui, qu'il n'était pas totalement mort pour elle. D'autres entrées confirmaient qu'il avait toujours su. Il avait repéré le détective à plusieurs occasions importantes. La naissance de Margot, notre déménagement dans un appartement plus grand, la communion de Lucas. Thomas savait que quelqu'un documentait notre vie, et il jouait le jeu, posant inconsciemment pour ses photos volées, s'assurant que sa mère verrait que nous étions heureux. Quant aux lettres de Noël, une entrée de 2005 révélait toute la vérité. Thomas écrivait qu'il n'avait aucun espoir que son père les lise. Mais il savait que sa mère les récupérait. Le domestique qui les sauvait de la poubelle était en réalité son complice. Thomas lui envoyait de l'argent chaque année pour s'assurer que les lettres parviennent à sa mère. Il espérait qu'un jour, après la mort de son père, elle trouverait le courage de le contacter. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tourner les pages. Toutes ces années, Thomas avait maintenu un lien invisible avec sa famille. Un lien fait de surveillance acceptée et de lettres secrètes. Il m'avait protégée de cette réalité, craignant que je me sente coupable ou que je l'encourage à retourner vers un monde qui m'avait rejetée. Puis j'ai trouvé l'entrée qui a tout changé. Datée de mars 2023, 1 an exactement avant sa mort. Thomas racontait qu'il était allé à Paris. Sa mère l'avait contacté par l'intermédiaire du vieux domestique. Le père était mort depuis longtemps. Elle voulait le revoir. Ils s'étaient rencontrés dans un café discret du 15e arrondissement. Thomas décrivait leurs retrouvailles avec une émotion contenue. Sa mère avait vieilli, pleuré, demandé pardon. Elle lui avait parlé de la chambre sanctuaire, des photos, de toutes ces années à l'observer de loin. Elle l'avait supplié de revenir, de reprendre sa place, de ramener sa famille dans le giron des Delmonne. Et Thomas avait refusé. Il écrivait que sa vie était ici, avec moi, avec nos enfants, que le prix qu'il avait payé avait acheté quelque chose de plus précieux que tous les vignobles du monde, une vie authentique, libre, aimante. Il ne regrettait rien. Mais il avait fait une promesse à sa mère. Si quelque chose lui arrivait, elle pourrait nous contacter. Elle pourrait rencontrer ses petits-enfants. La décision leur appartiendrait. Mais il ne s'opposerait pas depuis l'au-delà. C'était
écrivait-il son dernier cadeau à la femme qui l'avait mis au monde. La dernière entrée datait de quelques semaines avant sa mort. Thomas écrivait qu'il sentait sa santé décliner, qu'il n'avait probablement plus beaucoup de temps. Il me demandait pardon, à moi qui lirais peut-être un jour ces lignes, de n'avoir pas tout dit. Mais certains fardeaux, écrivait-il, sont faits pour être portés seuls. J'ai refermé le journal, les joues inondées de larmes. Thomas avait tout orchestré, même après sa mort. Il avait su, il avait accepté, et maintenant je devais honorer sa promesse. Le rendez-vous chez le notaire était prévu 3 semaines après les funérailles. Une formalité administrative. Pensais-je, Thomas n'avait pas grand-chose à léguer. Notre appartement modeste, quelques économies, ses outils de reliure. J'avais failli annuler, trop épuisé par les révélations des derniers jours, par le poids du journal que je relisais chaque soir. Mais Maître Rousseau avait insisté au téléphone. C'était important, disait-il. Essentiel même. Margot et Lucas devaient être présents. J'avais fini par accepter, intrigué malgré moi. L'étude notariale se trouvait dans une rue tranquille d'Orléans, une bâtisse du XVIIIe siècle aux boiseries sombres et aux fauteuils de cuir patiné. Maître Rousseau était un homme d'une 60aine d'années, aux lunettes rondes et à l'allure compassée. Il nous a reçus dans son bureau, nous a offert ses condoléances d'une voix professionnelle, mais sincère. Margot était tendue à côté de moi. Lucas tripotait nerveusement son téléphone. Il ne comprenait pas pourquoi je les avais obligés à venir. Je ne leur avais toujours rien dit de ma visite à Paris, de l'existence de la famille Delmonne. Le moment n'était pas encore venu. Le notaire a ouvert un dossier épais, en a sorti plusieurs documents. Le premier était le testament standard que nous avions fait rédiger ensemble, Thomas et moi, quelques années auparavant. Rien de surprenant. L'appartement me revenait, les économies seraient partagées entre les enfants. Margot a soupiré discrètement, trouvant cette procédure inutile. Puis Maître Rousseau a sorti une enveloppe scellée à la cire rouge, un cachet ancien, presque aristocratique. Il expliquait que Thomas lui avait confié ce document il y a 1 an, avec instruction de ne l'ouvrir qu'en présence de toute la famille. Mon cœur s'est emballé. 1 an, mars 2023. Juste après sa rencontre secrète avec sa mère, le notaire a brisé le sceau et a commencé à lire d'une voix posée. Thomas s'adressait d'abord à nous, exprimant son amour, sa gratitude pour les années de bonheur partagé. Puis venait la partie qui allait tout changer. Il révélait l'existence de sa famille biologique, la famille Delmonne, les propriétaires du domaine viticole en Bordeaux. Il expliquait brièvement les circonstances de sa rupture avec eux, sans entrer dans les détails douloureux. Il précisait que sa mère nous contacterait probablement après sa mort et que nous étions libres de répondre ou non à cette approche. Margot et Lucas me regardaient, bouche bée, cherchant confirmation dans mes yeux. J'ai hoché la tête imperceptiblement, leur signalant que c'était vrai, que nous en parlerions plus tard. Maître Rousseau continuait sa lecture. Thomas donnait sa bénédiction pour que ses enfants rencontrent leur grand-mère et leur oncle, s'ils le souhaitaient. Aucune obligation, aucune pression. La décision leur appartenait entièrement. Il ajoutait qu'il ne regrettait rien de ses choix et qu'il ne voulait pas que nous nous sentions liés par son passé. Puis venait la clause qui a figé toute la pièce dans un silence stupéfait. Si Margot et Lucas décidaient d'accepter leur héritage légitime de la famille Delmonne, si des parts, des biens ou des revenus leur revenaient de quelque manière que ce soit, Thomas stipulait qu'exactement 50% de cet héritage devrait être versé à un fonds de dotation créé en son nom. La Fondation Thomas Delmonne pour l'enfance, destinée à aider les enfants placés en foyer et en orphelinat,
à poursuivre des études supérieures ou à développer des compétences artisanales. Le notaire expliquait que Thomas avait déjà établi les statuts de cette fondation, désigné un conseil d'administration indépendant, tout préparé dans les moindres détails. Si ses enfants refusaient tout contact avec les Delmon, la fondation n'existerait simplement pas. Mais s'ils acceptaient ne serait-ce qu'1 euro de cet héritage, la moitié irait aux enfants que la société avait oubliés. Margot a été la première à réagir, sa voix tremblante brisant le silence. Elle demandait pourquoi papa ne leur avait jamais parlé de tout ça. Pourquoi tant de secrets? Lucas, lui, fixait ses mains, essayant manifestement de digérer l'information qu'il avait une famille inconnue quelque part. Je regardais le testament posé sur le bureau du notaire, et je comprenais le génie douloureux de Thomas. Il nous avait laissé le choix, mais un choix lesté de responsabilité morale. Accepter l'héritage signifiait aussi honorer les oubliés de la société, ceux qui, comme lui, prétendaient l'avoir été, n'avaient personne. Thomas avait construit un pont entre son passé aristocratique et sa vie humble, entre le privilège qu'il avait abandonné et la compassion qu'il avait développée. Et maintenant, c'était à nous de décider si nous voulions traverser ce pont. Le retour de l'étude notariale s'était fait dans un silence de plomb. Margot conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé droit devant elle, avec une intensité qui m'inquiétait. Lucas, à l'arrière, n'avait pas touché à son téléphone. Lui qui d'habitude ne pouvait pas passer 5 minutes sans vérifier ses messages. Le choc les avait pétrifiés tous les deux. Une fois à l'appartement, le barrage a cédé. Margot a explosé la première, jetant son sac sur le canapé avec une violence inhabituelle. Elle criait presque, me demandant depuis combien de temps je savais. Pourquoi je ne leur avais rien dit? Comment j'avais pu leur cacher qu'ils avaient une famille, une vraie famille, avec une grand-mère vivante, un oncle, une histoire? J'ai essayé de m'expliquer, de raconter l'appel téléphonique, ma visite à Paris, la chambre sanctuaire couverte de photos. Mais mes mots sonnaient creux face à leur colère légitime. Lucas s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Il voulait comprendre comment une grand-mère pouvait les observer grandir en photo sans jamais venir les voir. Comment elle pouvait savoir leurs prénoms, leurs âges, leurs visages, et rester cachée comme une voyeuse pathétique. Margot a attrapé son ordinateur et a commencé à chercher frénétiquement. En quelques minutes, elle avait trouvé le site du château Delmon, les articles de presse sur la famille, les critiques des vins. Elle découvrait en temps réel l'ampleur de ce qui aurait pu être leur héritage. Les photos du domaine défilaient sur l'écran. Des hectares de vignobles, le château majestueux, les chais centenaires, tout un univers dont leur père avait été banni et dont ils ignoraient seule l'existence. Lucas a trouvé une photo de Philippe Delmon lors d'une conférence sur le droit des affaires. Il fixait l'écran avec une fascination mêlée de dégoût. Cet homme en costume impeccable était son oncle. Un oncle qui avait vécu dans le luxe pendant que son frère restaurait de vieux livres dans un atelier minuscule. Les jours suivants ont été épuisants. Margot oscillait entre la curiosité et la rage. Elle posait 1000 questions sur ma visite à Paris, voulait tous les détails sur la vieille femme qui prétendait être sa grand-mère. Lucas, lui, s'était refermé, passant des heures seul dans sa chambre. Je le surprenais parfois à regarder les photos du domaine sur Internet, son visage indéchiffrable. Puis, une semaine après notre visite chez le notaire, Philippe Delmon s'est présenté à notre porte. Il n'avait pas prévenu de sa venue, débarquant un samedi matin, alors que nous finissions le petit déjeuner. J'ai sursauté en ouvrant la porte et en le reconnaissant.
Il portait un jean et un pull en cachemire, tenue décontractée, mais qui respirait tout de même l'argent. Il tenait un bouquet de fleurs coûteuses qui semblait déplacé dans notre modeste entrée. Il a demandé s'il pouvait entrer, parler aux enfants. Sa voix était différente de celle que j'avais entendue à Paris, moins autoritaire, presque hésitante. J'ai failli refermer la porte, mais Margot était déjà apparue derrière moi, attirée par le bruit. Elle l'a reconnue immédiatement, grâce aux photos qu'elle avait dévorées toute la semaine. Je les ai fait asseoir dans le salon, cette pièce qui avait abrité tant de moments simples et heureux, et qui semblait soudain trop petite, trop modeste face à cet homme qui incarnait un monde parallèle. Lucas nous a rejoints, se plaçant instinctivement entre sa sœur et l'étranger. Philippe a commencé à parler, expliquant qu'il venait en paix, que sa mère voulait désespérément les rencontrer, que le passé était le passé et qu'ils pourraient peut-être construire quelque chose ensemble. Ces mots étaient choisis, mesurés, presque répétés, comme un plaidoyer préparé devant un tribunal. Mais Margot ne l'a pas laissé finir. Elle s'est levée, s'est plantée devant lui, et avec une froideur qui m'a surprise moi-même, elle a démoli son discours phrase par phrase. Elle lui a demandé où était cette famille, quand leur père réparait des livres 12 heures par jour pour payer leurs études. Où était cette grand-mère aimante quand Lucas avait été hospitalisé pour une appendicite et que nous avions dû nous endetter pour payer les frais? Où étaient-ils tous pendant 15 ans de vie simple mais digne? Philippe a tenté de répondre, évoquant les erreurs du passé, la rigidité de son père, les regrets sincères de sa mère. Mais Margot l'a coupé net. Elle a dit que le moment précis où ils avaient décidé de se manifester était révélateur. Pas quand Thomas était vivant, pas pour lui demander pardon ou réparer les liens brisés. Non, maintenant que leur entreprise coulait et qu'ils avaient besoin de l'héritier qu'ils avaient rejeté. Sauf que l'héritier était mort, alors ils venaient chercher ses enfants, comme des pièces de rechange. Le silence qui a suivi était assourdissant. Philippe avait pâli, ses mains serrées sur ses genoux. Lucas regardait sa sœur avec un mélange de fierté et d'appréhension. J'ai senti mes propres doutes s'éclaircir. Margot venait d'exprimer ce que je n'avais pas osé formuler. Philippe est reparti quelques minutes plus tard, sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher. En refermant la porte derrière lui, j'ai vu Margot trembler légèrement, l'adrénaline de la confrontation retombant brusquement. Je l'ai prise dans mes bras, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que nous étions peut-être sur le bon chemin. Après le départ de Philippe, je me suis retrouvée seule dans la chambre, le journal de Thomas ouvert devant moi. Je l'avais relu tant de fois que certaines pages commençaient à s'user sous mes doigts. Mais cette fois, je cherchais quelque chose de précis. Les premiers mois, la période entre notre rencontre et son départ définitif de Paris. J'avais toujours cru que Thomas avait quitté sa famille immédiatement après leur refus, que la rupture avait été nette, instantanée, comme une lame tranchant un fil. Mais en relisant les entrées de 1993 et début 1994, j'ai découvert une vérité bien plus douloureuse. Thomas n'était pas parti tout de suite. Pendant 6 mois, il avait lutté. Il avait tenté de construire un pont entre deux mondes inconciliables. Entre moi, la fille de personnes venues de Normandie, et eux, les Delmon, avec leurs 3 siècles d'histoire. Les premières entrées du journal racontaient ses efforts désespérés pour me rendre acceptable aux yeux de sa famille. Il m'avait inscrite à des cours de maintien, payés avec son propre argent. Il m'avait acheté des robes élégantes que je trouvais ridicules, mais que je portais pour lui faire plaisir. Il m'emmenait dans des restaurants chics,
pour que je m'habitue aux couverts multiples et aux conversations mondaines. Je lisais ces passages, avec un mélange de tendresse et de honte. Je me souvenais vaguement de cette période étrange où Thomas semblait obsédé par mon éducation, me corrigeant gentiment sur ma façon de tenir mon verre ou de couper ma viande. Je croyais qu'il voulait m'impressionner. En réalité, il essayait de me transformer en quelque chose que je n'étais pas pour que sa famille m'accepte. Puis venait l'entrée du 15 décembre 1993. Le dîner. Thomas écrivait que son père avait finalement accepté de me rencontrer officiellement. Un dîner au domaine de Bordeaux, en présence de la famille élargie, de quelques associés importants, de notables locaux, une vingtaine de convives. Thomas voyait cela comme une victoire, une première étape vers l'acceptation. Il décrivait la soirée dans les moindres détails, et chaque mot était un coup de poignard. J'avais enfilé la robe qu'il m'avait offerte, trop chère, trop sophistiquée pour moi. Nous étions arrivés ensemble, et Thomas m'avait présenté avec une fierté évidente. Sa mère avait été polie mais distante, Philippe ouvertement hostile. Mais le pire était venu du père. Durant le dîner, l'homme avait interrogé mon parcours avec une fausse courtoisie. Mes origines normandes, le métier de mon père, ouvrier dans une usine textile. Ma mère, femme de ménage. Mes études au conservatoire, financées par des bourses, et mon travail de serveuse. Chaque réponse que je donnais était disséquée, commentée, transformée en preuve de mon inadéquation. Puis, au moment du dessert, devant tous les invités, le père de Thomas avait sorti un chéquier. Il l'avait posé devant moi avec un stylo en or. Il avait dit clairement qu'il était prêt à m'offrir 100 000 francs pour que je disparaisse de la vie de son fils. Que c'était une somme généreuse pour quelqu'un de mon milieu, que je pourrais finir mes études, m'installer confortablement, trouver un mari approprié à mon rang. Thomas écrivait que j'étais devenue blanche, comme un linge, que mes mains tremblaient, que des larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Certains invités avaient ri discrètement. D'autres détournaient le regard, gênés. La mère ne disait rien, les yeux baissés sur son assiette. Je m'étais levée et j'étais sortie en courant. Thomas avait renversé son verre de vin sur la nappe blanche immaculée, avait crié quelque chose à son père que je n'avais pas entendu et m'avait rattrapée dehors près des vignobles. Nous étions repartis ensemble dans sa voiture et je n'avais jamais remis les pieds dans ce domaine. Mais ce que je n'avais jamais su, ce que Thomas ne m'avait jamais dit, c'était ce qui s'était passé après. Le journal révélait qu'il était retourné le lendemain au château. Seul. Il avait demandé à son père de s'excuser. Le père avait refusé, répétant que j'étais indigne, que je ruinerais la réputation familiale, que je n'étais qu'une opportuniste. Thomas avait alors fait quelque chose d'irrémédiable. Il avait pris le chèque que son père avait préparé pour moi et l'avait déchiré devant lui. Il avait déclaré qu'il renonçait à son nom, à son héritage, à tout, qu'il m'épouserait et qu'il ne reverrait jamais ni lui ni ses futurs enfants. Pendant toutes ces années, Thomas m'avait protégée de cette vérité. Il ne m'avait jamais parlé de ce dîner humiliant, de l'ampleur de l'insulte, de la violence de la rupture qui avait suivi. Il avait porté cette blessure seul, souriant chaque jour, construisant notre vie modeste avec une joie apparente. Mais le journal ne mentait pas. Les entrées suivantes révélaient sa souffrance cachée. Les nuits blanches, les moments où il pensait au domaine, aux vignes, à sa mère. La douleur de l'amputation familiale, qui ne cicatrisait jamais vraiment. Et moi, je n'avais rien vu. Margot s'était enfermée dans sa chambre depuis 3 jours. Je l'entendais taper frénétiquement sur son clavier d'ordinateur, parfois jusqu'à tard dans la nuit.
Elle sortait à peine pour manger, le regard concentré, presque obsessionnel. Je reconnaissais cette détermination farouche, celle qu'elle tenait de son père quand il restaurait un manuscrit particulièrement délicat. Le 4e jour, elle est venue me trouver dans la cuisine, son ordinateur portable sous le bras. Elle l'a posé sur la table sans un mot et a fait pivoter l'écran vers moi. C'était un article de journal numérisé, daté de janvier 1994, tiré des archives de Sud-Ouest, le quotidien régional de Bordeaux. Le titre m'a glacé le sang. Scandale chez les Delmonne. L'héritier rompt avec sa famille pour une liaison controversée. L'article était accompagné d'une photographie floue, manifestement prise à la dérobée, à travers une fenêtre. On y voyait une longue table de banquet, des convives en tenue de soirée. Et au premier plan, une jeune femme debout, le visage détourné, qu'on devinait en larmes. Moi. Cette robe que j'avais portée une seule fois et jetée ensuite. Ce dîner dont je ne me souvenais que par fragments douloureux. Margot a fait défiler l'article. Le journaliste racontait le scandale qui secouait l'une des plus anciennes familles viticoles de la région. Thomas Delmonne, héritier désigné du prestigieux château Delmonne, avait quitté le domaine familial, après une confrontation explosive avec son père. La raison, sa relation avec une jeune femme jugée inadéquate par la famille. L'article mentionnait mon nom, mon âge à l'époque, 19 ans à peine. Mon origine normande. Mes parents décrits comme de conditions modestes. Mon travail de serveuse pour financer mes études musicales. Mais le pire était à venir. Margot a cliqué sur un autre onglet. Elle avait trouvé le nom du journaliste, Pierre Mercier, et l'avait contacté via les réseaux sociaux. L'homme, désormais retraité, lui avait répondu, ravi qu'on se souvienne encore de son reportage d'investigation le plus célèbre. Elle m'a tendu son téléphone. Un long message de Mercier détaillait ce qu'il n'avait pas pu publier à l'époque. Par respect pour ma vie privée, disait-il. Il avait eu un informateur parmi le personnel du château, quelqu'un qui avait assisté au dîner fatidique. Je lisais, le cœur battant, la description précise de cette soirée cauchemardesque. Le père de Thomas sortant son chéquier devant 20 convives, triés sur le volet. Des élus locaux, des propriétaires de châteaux voisins, des industriels bordelais. Il avait prononcé la phrase exacte, que Mercier avait notée grâce à son informateur. « Mademoiselle, 100 000 francs devraient largement suffire pour vous permettre de retrouver votre milieu et d'y construire une vie appropriée. Mon fils mérite mieux qu'une mésalliance qui ternirait 3 siècles de réputation. » Le journaliste racontait ma fuite. Thomas renversant son verre de Château Margaux 1961, une bouteille valant une fortune. Il avait brisé un verre en cristal de baccarat contre la table et avait crié à son père « Tu es mort pour moi. Mort. Tu m'entends ? Je ne veux plus jamais te revoir ni entendre ton nom. » Mercier précisait que plusieurs témoins avaient confirmé que Thomas était revenu le lendemain, avait déchiré le chèque que son père lui tendait à nouveau. Cette fois destiné à lui, pour qu'il oublie cette fille et reprenne ses esprits. Thomas avait répondu qu'il renonçait officiellement à tout et qu'il épouserait la femme qu'il aimait, avec ou sans leur bénédiction. Le journaliste concluait son message en disant que c'était l'une des histoires les plus romantiques et tragiques qu'il avait couvertes dans sa carrière. Un homme qui abandonnait un empire pour l'amour. À l'époque, il avait cherché à nous interviewer, Thomas et moi, mais nous avions déjà quitté la région. Margot me regardait, les yeux rouges. Elle a dit d'une voix tremblante que maintenant, elle comprenait. Pourquoi papa ne parlait jamais de son passé? Pourquoi il semblait parfois avoir une tristesse au fond du regard qu'il cachait derrière un sourire? Pourquoi il nous aimait
avec une intensité presque désespérée, comme s'il devait justifier son choix à chaque instant. Elle a ajouté qu'elle comprenait aussi pourquoi je ne leur avais jamais raconté cette histoire. La honte de l'humiliation publique, la culpabilité d'avoir coûté si cher à leur père, le poids d'être la raison pour laquelle un homme avait tout perdu. Mais ce qui la bouleversait le plus, c'était la révélation du sacrifice absolu de Thomas. Pendant 30 ans, il avait construit leur bonheur sur les ruines de son passé. Il avait transformé son renoncement en quelque chose de positif, en une vie riche de sens et d'amour. Il n'avait jamais exprimé de regret, jamais laissé transparaître son chagrin. Margot a fermé son ordinateur et m'a prise dans ses bras. Pour la première fois, je crois que nous partagions vraiment le poids de cette histoire, cette douleur transmise d'une génération à l'autre. Je n'ai découvert le départ de Margot que 2 heures après. Un simple mot griffonné sur le comptoir de la cuisine. « Je vais à Paris. Ne t'inquiète pas. » Mais bien sûr que je m'inquiétais. Ma fille de 18 ans, brûlante de colère et de chagrin, se dirigeait vers l'antre des Delmonne sans préparation, sans que je puisse la protéger. J'ai immédiatement appelé le portable de Margot. Pas de réponse. J'ai essayé encore et encore pendant 1 heure avant qu'elle ne daigne enfin décrocher. Sa voix était calme, trop calme, cette sérénité glaciale qui précède toujours ces explosions les plus dévastatrices. Elle était déjà arrivée, rue de la Faisanderie. Elle se tenait devant le portail de l'hôtel particulier. Elle allait sonner. J'ai tenté de la raisonner, de lui demander d'attendre que je puisse la rejoindre, que nous fassions cela ensemble. Mais elle a simplement dit qu'elle avait besoin de le faire seule, pour papa, et elle a raccroché. Les 3 heures suivantes ont été un supplice. Je tournais en rond dans l'appartement, imaginant le pire. Margot affrontant seule ces gens qui avaient détruit son père. Lucas, rentré du lycée, me trouvait dans cet état et ne savait pas quoi faire pour me rassurer. Quand Margot est finalement revenue, tard dans la soirée, son visage était défait, ses yeux rouges et gonflés. Elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à raconter. Elle avait sonné au portail. Une employée de maison l'avait fait entrer, surprise par cette jeune fille qui exigeait de voir Madame Delmonne. La grand-mère était apparue dans le hall et Margot avait lu sur son visage la reconnaissance immédiate. Les yeux de Thomas, le menton volontaire. La ressemblance était indéniable. Philippe était là aussi, toujours impeccable dans son costume de ville. Il avait tenté d'adopter un ton conciliant, parlant de malentendus, de réconciliation possible, d'avenir à construire ensemble. Mais Margot ne l'avait pas laissé finir. Elle leur avait jeté à la figure tout ce qu'elle avait découvert. L'article de journal, le témoignage du journaliste, le dîner humiliant, le chèque de 100 000 francs, l'insulte publique faite à sa mère. Elle avait décrit avec une précision chirurgicale l'hypocrisie de leur démarche actuelle. Ils venaient chercher de l'aide maintenant que leur entreprise périclitait. Mais où étaient-ils pendant 30 ans? Où étaient-ils quand leur père travaillait d'arrache-pied pour nous offrir une vie décente? Où étaient-ils quand nous avions besoin d'eux, pas financièrement, mais simplement humainement? Philippe avait essayé de se défendre avec les excuses habituelles des lâches. Les temps étaient différents autrefois. Les conventions sociales, plus rigides. Le père était un homme de son époque, strict, mais pas méchant. Des mots vides, qui sonnaient creux même à ses propres oreilles. Margot lui avait rétorqué que la cruauté n'avait pas d'époque, que l'amour véritable non plus, que son père avait choisi l'amour et la dignité, tandis qu'eux avaient choisi l'argent et les apparences. Et le bilan était clair. Leur père était mort seul et amer. Leur domaine s'effondrait malgré toute leur prétendue supériorité.
tandis que Thomas avait vécu 30 années de bonheur authentique, avec une famille aimante. Mais c'est ce qui s'était passé ensuite, qui avait ébranlé Margot. La grand-mère, cette femme si digne et composée lors de ma visite, s'était soudainement effondrée. Pas théâtralement, mais comme quelque chose en elle se brisait définitivement. Elle s'était assise lourdement, les mains tremblantes, et avait commencé à pleurer. Elle avait avoué à Margot ce qu'elle ne m'avait dit qu'en partie. 20 ans auparavant, alors que son mari était encore vivant mais déjà malade, elle avait supplié de contacter Thomas, de pardonner, de rencontrer ses petits-enfants avant qu'il ne soit trop tard. Mais son mari était resté inflexible jusqu'à son dernier souffle. Après sa mort, elle avait été libre, enfin. Mais 10 années de solitude l'avaient paralysée. La honte, la culpabilité, la peur du rejet. Elle avait failli appeler tant de fois, composer le numéro que le détective lui avait fourni, puis raccrocher avant même que ça sonne. Elle s'était inventé 1000 excuses pour reporter, pour attendre le bon moment qui ne venait jamais. Et quand elle avait enfin trouvé le courage, quand elle avait contacté Thomas l'année dernière via le vieux domestique, il était déjà malade. Il lui avait accordé cette unique rencontre, mais avait refusé de revenir. Elle lui avait demandé pardon, mais les mots semblaient si dérisoires face à 30 années perdues. Thomas lui avait dit qu'il ne regrettait rien, mais qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Sa vie était ailleurs. Cependant, après sa mort, elle pourrait nous contacter. C'était son dernier cadeau à la femme qui l'avait mis au monde et abandonné. 1 mois plus tard, Thomas était mort. 1 mois. Si elle avait agi plus tôt, ne serait-ce qu'1 an plus tôt, peut-être aurait-il pu avoir quelques moments ensemble. Mais elle avait attendu. Et maintenant, il ne restait que des photos volées et des regrets infinis. Margot pleurait en racontant cette scène. Elle avait voulu haïr cette femme. Mais face à son chagrin brut, à sa culpabilité dévorante, elle n'avait trouvé qu'une pitié déchirante pour 2 vies gâchées par l'orgueil et la peur. Le lendemain du retour de Margot, nous nous sommes réunis tous les 3 dans le salon. Une sorte de conseil de famille improvisé, comme nous n'en avions jamais eu auparavant. L'atmosphère était lourde, chargée de tout ce qui avait été révélé ces dernières semaines. Le journal intime, les lettres jamais ouvertes, l'article de presse, la confrontation de Margot avec la famille. Trop de vérité, trop vite. Lucas s'est exprimé le premier, avec cette franchise brutale propre aux adolescents, qui n'ont pas encore appris à enrober leurs sentiments. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Delmon. Ils avaient rejeté notre famille pendant 30 ans, abandonné leur propre fils, ignoré notre existence. Et maintenant qu'ils avaient tout besoin d'aide, ils venaient frapper à notre porte avec leurs excuses tardives et leurs larmes de crocodile. Pour lui, c'était simple. Nous ne leur devions rien. Papa avait fait son choix. Nous devions respecter ce choix en maintenant la distance qu'il avait établie. Margot était plus nuancée, ce qui m'a surprise après sa confrontation enflammée de la veille. Elle racontait comment la grand-mère s'était effondrée devant elle, cette douleur authentique qu'elle avait perçue. Elle parlait aussi du testament de Thomas, de cette fondation pour les enfants des orphelinats. Si nous refusions tout contact avec les Delmon, cette fondation n'existerait jamais. Des centaines d'enfants qui auraient pu bénéficier de l'aide ne la recevraient pas. Était-ce vraiment ce que papa aurait voulu? Ils se sont tournés vers moi, attendant que je tranche, que je prenne position. Mais j'étais paralysée par mes propres contradictions. La femme humiliée de 19 ans voulait refuser, claquer la porte au nez de ces gens qui m'avaient jugée indigne. Mais la veuve de Thomas, celle qui avait lu son journal et ses lettres, comprenait que la situation était plus complexe que de simples comptes à régler.
J'ai quitté le salon sans répondre, et je suis allée dans notre chambre. Dans le tiroir de la table de nuit de Thomas, là où il rangeait ses quelques objets personnels, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une enveloppe à mon nom, scellée, avec une instruction écrite de sa main, à n'ouvrir qu'après ma mort, si ma famille te contacte. Je suis revenue au salon, l'enveloppe tremblante entre mes doigts. Margot et Lucas me regardaient avec curiosité et appréhension. J'ai décacheté l'enveloppe lentement, comme si retarder ce moment pouvait changer ce qui allait suivre. La lettre était écrite de l'écriture régulière de Thomas, celle qu'il utilisait pour les choses importantes. J'ai commencé à lire à voix haute, ma voix se brisant sur certains mots. Thomas nous disait que si nous lisions cette lettre, cela signifiait que sa famille avait trouvé le courage de nous contacter. Il précisait que le choix nous appartenait entièrement. Il avait rompu avec eux. C'était son choix à lui, sa décision, son sacrifice. Mais nous ne devions pas nous sentir prisonniers de cette décision. Nous étions libres de construire nos propres relations avec les Delmon ou de les rejeter. Il écrivait que le domaine viticole représentait plus qu'une entreprise familiale. C'était 3 siècles d'histoire, un patrimoine culturel, des dizaines d'emplois. Si nous pouvions contribuer à le sauver sans sacrifier notre bonheur, peut-être que cela en valait la peine. Pas pour racheter le passé, qui ne pouvait être changé, mais pour construire quelque chose de nouveau. Puis venaient les phrases qui nous ont tous fait pleurer. Thomas écrivait qu'il avait pardonné à sa famille il y a longtemps déjà. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que porter la rancœur toute sa vie était trop lourd. Il avait fait la paix avec son passé. Il ne pouvait pas revenir vers eux de son vivant. Trop de douleurs, trop de souvenirs. Mais après sa mort, nous étions libres, libres de pardonner, libres de refuser, libres de choisir. La dernière phrase disait simplement « Je vous ai aimé de tout mon cœur. Vous avez été ma vraie famille. Maintenant, vivez vos propres vies. Faites vos propres choix. Avec tout mon amour, Thomas. » J'ai replié la lettre, incapable de continuer. Margot pleurait silencieusement. Lucas s'essuyait les yeux du revers de la manche. Dans cette pièce où nous avions partagé tant de moments ordinaires et heureux, nous réalisions l'ampleur de la générosité de Thomas. Même depuis la tombe, il continuait à nous protéger, à nous libérer, à nous donner la permission d'être heureux. Thomas nous avait offert ce que sa propre famille ne lui avait jamais donné, la liberté de choisir notre propre chemin sans culpabilité. 2 semaines après avoir lu la lettre de Thomas, j'ai pris le train pour Paris. Seule cette fois, Margot et Lucas voulaient m'accompagner, mais je leur ai dit que cette première étape devait se faire sans eux. J'étais celle qui avait été humiliée 30 ans auparavant. J'étais celle qui portait le poids de ce sacrifice. C'était à moi d'établir les règles du jeu. J'avais préparé méticuleusement ce que j'allais dire, notant chaque point sur un carnet que je serrais dans mon sac comme un bouclier. La jeune fille de 19 ans qui avait fui en larmes ce fameux soir n'existait plus. À sa place, se tenait une femme de 50 ans, endurcie par les épreuves, qui savait exactement ce qu'elle valait. Philippe m'a accueillie avec une courtoisie forcée, ses yeux trahissant sa méfiance. La mère était plus fragile qu'à ma première visite, comme si la confrontation avec Margot avait consumé ses dernières réserves de force. Ils m'ont fait asseoir dans le même salon où j'avais découvert l'existence de la chambre sanctuaire, où ma vie avait basculé quelques semaines auparavant. J'ai refusé le thé qu'on me proposait. Je n'étais pas là pour des politesses. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à énoncer mes conditions d'une voix que je m'efforçais de garder stable. Premièrement, un communiqué de presse officiel.
Les Delmon devaient reconnaître publiquement l'injustice commise envers Thomas et présenter des excuses formelles à sa mémoire et à notre famille. Pas une déclaration vague et édulcorée, mais un texte clair, assumant leur responsabilité dans la rupture familiale et reconnaissant que leur jugement était fondé sur des préjugés de classe inacceptables. Deuxièmement, le portrait de Thomas devait être restauré dans la galerie familiale, à la place d'honneur qui lui revenait en tant qu'aîné, avec une plaque commémorative portant une inscription que j'avais rédigée moi-même, Thomas Delmon, 1960-2024, fils, époux, père, l'homme qui choisit l'amour plutôt que le privilège. Troisièmement, et c'était non négociable, 50% des profits futurs du domaine, une fois sa santé financière rétablie, seraient versés à la fondation Thomas Delmon pour l'enfance. Pas des miettes, pas une aumône symbolique, mais la moitié. C'était ce que Thomas avait stipulé dans son testament, et je veillerai à ce que sa volonté soit respectée à la lettre. Quatrièmement, Margot et Lucas recevraient des parts égales à celles de Philippe dans la gestion du domaine. Pas comme des figurants ou des faire-valoir, mais comme des propriétaires légitimes, avec pouvoir de décision. S'ils choisissaient de s'impliquer dans l'entreprise familiale, ce serait en tant que partenaire, à part entière, pas en tant que suppliant reconnaissant. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Philippe s'était levé d'un bond, le visage écarlate. Il parlait de conditions absurdes, de chantage émotionnel, de spoliation déguisée. Il utilisait le mot « grâce », en disant que c'était déjà une grâce de notre part de considérer une réconciliation. Grâce, comme si nous leur devions quelque chose. Je l'ai regardé froidement et j'ai articulé chaque mot avec une clarté cristalline. Ce n'était pas du vol, c'était de la justice. Ce n'était pas de la générosité de ma part, c'était le strict minimum. Ils avaient une chance, une seule, de réparer 30 années d'erreurs, de transformer leur échec moral en quelque chose de constructif, de prouver que les leçons du passé avaient été apprises. J'ai ajouté que je ne reviendrais pas, que cette offre expirerait dès que je franchirais leurs portes, qu'ils pouvaient accepter ces conditions et avoir une possibilité de sauver leur domaine tout en gagnant une famille, ou les refuser et continuer leur descente vers la faillite et l'oubli, leur choix. Mais il n'y aurait pas de marchandage, pas de négociation, pas de seconde chance. La mère a alors fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a posé sa main sur le bras de Philippe, le forçant à se rasseoir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu dans son regard une reconnaissance douloureuse. La reconnaissance que j'avais raison. Que ces conditions, aussi dures soient-elles, n'étaient que l'équivalent en justice de ce que Thomas avait perdu. Elle a accepté tous les points, sans exception. Philippe a protesté encore, parlant d'avocat, de contrat, de protection juridique. Mais sa mère l'a fait taire d'un geste de la main. Elle était la matriarche, et sa décision était finale. En quittant l'hôtel particulier ce jour-là, je sentais le poids de 30 années se soulever légèrement de mes épaules. Thomas aurait été fier. Pas du marchandage, pas de la victoire, mais du fait que j'avais enfin trouvé ma voie. 2 années se sont écoulées depuis ce jour où j'ai posé mes conditions dans le salon des Delmon. 2 années qui ont transformé plus de choses que je n'aurais pu l'imaginer. Le domaine a été sauvé. Pas miraculeusement, pas facilement, mais méthodiquement, grâce au travail acharné et à l'injection de capitaux que la restructuration a permis. Les vignobles produisent à nouveau des vins primés, les commandes affluent, le nom Delmonnet a retrouvé son lustre, mais avec quelque chose de différent cette fois.
une humanité qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Margot a abandonné ses études d'architecture pour se consacrer à l'œnologie. Je l'ai vue partir pour Bordeaux, avec des sentiments mitigés, craignant que ce monde ne l'avale comme il avait failli avaler son père. Mais elle est différente. Elle travaille aux côtés de Philippe, leur relation demeurant professionnelle et distante, parsemée de tensions occasionnelles, mais fonctionnelles. Mon oncle et ma nièce ne s'aimeront probablement jamais, mais ils ont appris à se respecter. C'est déjà plus que ce que Thomas avait pu obtenir de sa famille. Lucas termine sa première année d'université en gestion, passant ses étés au domaine pour apprendre le métier. Il est plus prudent que sa sœur, observe davantage, mais je vois dans ses yeux la même fascination pour les vignes que Thomas devait avoir à son âge. Aujourd'hui, je me tiens dans le grand hall de l'hôtel particulier parisien, devant le nouveau portrait qui a remplacé celui du patriarche austère. Thomas et moi, le jour de notre mariage à Orléans. Une photo simple, prise par un ami avec un appareil bon marché, mais agrandie et encadrée dans un cadre doré digne d'un musée. Nous sourions, jeunes et insouciants, ignorant les tempêtes qui nous attendaient. La plaque en cuivre brille sous les lumières du lustre. Thomas Delmonne, 1960-2024. Fils, époux, père, l'homme qui n'a pas trahi l'amour. La mère de Thomas se tient à côté de moi, plus frêle qu'il y a 2 ans, appuyée sur une canne élégante. Elle observe le portrait avec une expression que je ne peux déchiffrer complètement. Mélange de regret, de fierté posthume, de chagrin éternel. Et elle murmure que je lui ai donné ce qu'eux n'avaient jamais su offrir. La liberté d'être lui-même. Mais je corrige doucement sa perception. Thomas a choisi sa propre liberté. Il l'a arrachée à un monde qui voulait le formater, le contrôler. J'étais simplement présente, témoin et compagne de ce choix courageux. Plus tard, je prends le train pour Orléans. Le cimetière est calme en ce début d'après-midi de printemps. La tombe de Thomas, simple et modeste comme il l'aurait voulu, se trouve sous un vieux chêne. J'ai apporté avec moi une bouteille que Margot m'a donnée ce matin. Le premier millésime depuis la renaissance du domaine. 2025. L'étiquette a été redessinée « Cuvée Thomas », avec en sous-titre « En l'honneur du fils prodigue qui est rentré à la maison ». Je dépose la bouteille contre la pierre tombale, mes doigts effleurant le nom gravé. Et là, dans le silence du cimetière, je murmure les mots que j'ai mis 2 ans à accepter pleinement. Thomas avait raison dans sa dernière lettre. Je n'ai jamais été indigne. J'ai été la raison de son choix le plus courageux, le catalyseur de sa libération. Et maintenant, grâce au domaine restauré, grâce à la fondation qui aide déjà des dizaines d'enfants défavorisés, grâce au portrait qui trône fièrement dans le hall, le monde entier le sait. L'amour a vaincu. Pas immédiatement, pas facilement, mais définitivement. Et c'est le plus bel héritage que Thomas pouvait nous laisser.